Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Entretien qui fera un focus ce jour sur la situation des enfants difficiles. Nous en parlons avec la Fondation Mère de l'Humanité. Sur ce plateau, nous recevons sa coordinatrice et visionnaire Eva Moussimois. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour messieurs Jordi. Alors comme j'ai dit, nous allons parler des enfants en situation difficile, mais posons d'abord les bases. Que doit-on comprendre par enfant en situation difficile ? Alors, nous sommes en RDC, donc nous allons revenir sur ce que dit la loi par rapport à ça. Et conformément à la loi portant protection pour enfants, la loi numéro 9/001 du 10 janvier 2009, il est stipulé, il est prévu à son article 3 au 11e alinéa que tout enfant, un enfant en situation difficile et tout enfant qui est confronté dans des conditions qui portent atteinte soit à sa situation, à sa condition de vie morale, physique, spirituelle ou santé mentale et autres. En d'autres termes, pour que ça se comprenne mieux, en d'autres termes, communément, ce qu'on appelle par exemple enfant chégué ou enfant de la rue. Exactement. C'est un peu le tout. En parlant d'enfants en situation difficile, on peut faire référence aux chégués, comme vous venez de le dire, aux enfants de la rue. On peut faire également allusion aux enfants qui se retrouvent dans des situations de guerre. On peut faire allusion aux enfants qui sont abandonnés par leurs parents. On peut faire allusion aux enfants orphelins également. Et tout enfant, en fait, qui est dans des conditions qui ne lui permettent pas d'évoluer normalement. Alors, la Fondation Mère de l'Humanité est née il y a 4 ans. Vous êtes assez proche de ces enfants, vous parlez avec eux, vous les suivez, vous les encadrez d'une certaine manière. Quelles sont les causes que vous avez détectées pour en arriver à cette situation d'enfants en situation difficile ? En effet, depuis 4 ans déjà, je fréquente ces milieux avec ces enfants. Déjà à la base, ce qui m'a poussée à en arriver jusque-là, c'est l'affection qui est née à partir de mes nombreuses visites à ces enfants. Et c'est-à-dire que j'ai remarqué qu'il y avait une différence par rapport à ce que la communauté ou la société nous présentait de ce qui est censé être ces enfants et ce qu'ils sont réellement. Parce que derrière chacun de ces enfants, il y a des êtres humains, il y a de rêves en fait, il y a de volonté à vouloir que les choses changent que je ne connaissais pas. Voilà ce qui m'a poussée à vouloir partager avec les autres ce qui se cache réellement derrière ces enfants. Comment on arrive à ces, comme je disais, ces différentes situations-là ? Qu'est-ce qui pousse ces enfants-là qui étaient autrefois dans une maison, qui étaient autrefois scolarisés, mais qui se retrouvent aujourd'hui peut-être dans la rue en situation difficile ? Quelles sont les causes que vous avez détectées puis identifiées pour que ces enfants se retrouvent dans ces situations-là ? Je peux le dire clairement, en fait, un enfant n'a pas de volonté, et surtout sur le plan juridique. Il y a forcément, pour moi, si je suis là, c'est parce que je pense qu'il y a des responsables derrière tout ça. Parce qu'un enfant ne devrait pas décider, en fait, de se retrouver dans la rue. C'est vrai que parmi eux, il y a tant qui ont pris cette décision. Il y en a qui ont pris cette décision. Mais par rapport à mes enquêtes, il n'y a vraiment aucune raison valable qui pousse ces enfants à se retrouver dans la rue. Par contre, il y a des responsables qui sont censés être gardiens de ces enfants et qui ne font pas très bien leur travail. Ce qui fait à ce que cette situation est en train de s'accroître jour après jour. Donc pour moi, la seule raison qui fait à ce qu'il y ait autant de ces enfants sur la rue, c'est parce qu'il y a derrière tout ça des parents, soit irresponsables, ou alors des personnes adultes qui n'ont pas pu être capables de leur prendre en charge ou de veiller bien sur eux. Alors pour mieux comprendre le phénomène, avec l'aide de la régie, nous allons prendre un extrait de cet enfant que vous avez rencontré à Bukavu qui vous donnait son témoignage, qui vous racontait un peu son histoire. C'était en Swahili. Juste après, on va traduire avec vous sur ce plateau. On prend cet extrait. Exact. Habari. On vient de suivre cet extrait, cet échange que vous avez eu avec ce petit garçon. Qu'est-ce qu'il vous disait? Qu'est-ce qu'il vous racontait? C'était quoi son témoignage? Comment il s'est retrouvé dans la rue? Eh bien, comme pour ceux qui parlent Swahili, il n'y a pas vraiment à faire la traduction, mais je vais le faire ici.
L'enfant est tout simplement en train de nous raconter comment il s'est retrouvé dans la rue. Comme je le disais, en fait, il y a toujours des adultes cachés normalement derrière ce genre de situations. Alors, il paraît-il que l'enfant avait sa marâtre accompagné, enfin, il était accompagné par sa marâtre lors de la fuite du volcan. Il y a eu des déplacements à un certain moment avec tout ce qui s'est passé à Goma. Et sa marâtre a convaincu à l'enfant de faire le voyage avec lui. Et une fois dans le bateau, sa marâtre a disparu tout simplement. L'enfant ne sachant pas où aller, ni comment. Et pour la première fois, il se retrouve dans un bateau. Et donc, pour la première fois, il se retrouve dans la ville de Bukavu, ne connaissant personne, ne sachant pas exactement par où commencer pour faire le retour, pour retourner chez lui, n'ayant même pas un sou avec lui. L'enfant s'est retrouvé à la rue. Et c'est comme ça, depuis 2 ans, il est là. Devant cette situation, c'est en même temps l'occasion de parler des actions et des initiatives que vous avez menées. Par exemple, le cas de cet enfant, qu'est-ce que vous, la Fondation Mère de l'Humanité, vous faites pour encadrer ou soulager tant soit peu les peines de ce petit garçon? Bon, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous ne sommes là que comme des médiateurs. Hein. En particulier, nous voulons faire, dans nos projets, en fait, ou dans notre vision la vision en fait, de la Fondation Mère de l'Humanité, nous voudrions beaucoup plus aller loin. Mais actuellement, on est un peu bloqué, si je peux le dire comme ça. Sinon, pour l'enfant, par exemple, ce qu'on a pu faire, c'est l'aider en fait. L'aider avec des petites choses qui peuvent permettre à l'enfant de s'épanouir financièrement tout seul. Là, on n'a pas pu vraiment être à mesure de garantir un toit pour l'enfant. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, parce qu'on voudrait aller loin dans notre démarche en fait. On ne voudrait pas tout simplement s'arrêter qu'à aider un enfant peut-être qui ne sait même pas, qui ne saura pas s'en sortir, peut-être que comme on l'espère, ou comme on pouvait l'espérer. Il y en a qui peuvent s'en sortir, qui ont cette grâce, mais d'autres ne peuvent pas s'en sortir avec le peu qu'on peut leur donner. C'est-à-dire qu'il faut faire plus. Voilà la raison de notre présence ici. On va parler des responsabilités des adultes, comme vous l'avez dit et répété plusieurs fois. Mais aujourd'hui, s'il y a une personne disponible, présente, qui aimerait vous accompagner, quel projet vous lui présenterez pour accompagner tous ces, on va dire, centaines, milliers peut-être, d'enfants que vous suivez déjà? Eh bien, déjà, dans la Fondation Mère de l'Humanité, nous œuvrons premièrement avec la scolarité. Là, nous y travaillons depuis déjà 2 ans, je crois. C'est vrai qu'on a commencé avec que des journées de joie et la seule activité que nous avions pour le début, c'était de rendre juste des enfants heureux. C'est-à-dire, nous faisions des visites orphelinat par orphelinat. Mais après, on a développé un système qui pouvait permettre à ces enfants d'étudier et d'avoir accès à une bonne éducation. Voilà, donc il y a un certain nombre d'enfants qui sont déjà pris en charge par la Fondation Mère de l'Humanité du côté de l'éducation, ce qui est un bon moyen qui peut permettre à un enfant de s'épanouir. Donc s'il y a un adulte qui est conscient de ce qui se passe et de tout ce qu'un enfant peut donner, c'est un bon projet pour un adulte de vouloir poser des actions. Mais au-delà de tout ça, comme je le disais avec cette initiative, l'émission en question s'appelle Damoja. C'est-à-dire c'est une émission en fait qui voudrait à ce que nous puissions tous nous rappeler qu'au-delà de nos différences, nous avons un seul sang. Et donc, à travers cette émission, nous avons des projets de vouloir encore réconcilier ces enfants-là avec leur famille. Premièrement, parce que c'est l'idéal pour chaque enfant d'avoir un toit, d'avoir une famille. Mais au-delà de tout ça, nous voulons aussi éveiller la conscience de l'État qui est le deuxième responsable de tous les enfants qui n'ont pas comment s'en sortir. Cela est clairement prévu par la loi, que lorsqu'il y a un enfant qui n'a pas de toit ou qui n'est pas du tout pris en charge par des responsables, c'est à l'État de réagir. Et nous voulons être là comme des médiateurs, comme je l'avais déjà dit, afin de permettre à ces enfants, pour ceux qui ont des familles qui peuvent encore les accueillir, des familles qui sont prêtes à retrouver leurs enfants, pourquoi ne pas les aider en fait à se remettre encore en contact
Et pour ceux qui n'ont pas du tout de famille, c'est une possibilité en fait que nous pouvons aussi aider l'État à se mettre en contact avec d'autres orphelinats, par exemple, ou de maisons d'accueil, afin que ces enfants puissent croître quand même dans un environnement familial équilibré. Vous avez parlé de scolarité, vous avez parlé de réconciliation avec les familles. Exactement. Et puis la responsabilité de l'État. Parlons de la scolarité. Est-ce que la gratuité de l'enseignement primaire est un atout pour vous aussi pour poursuivre la scolarité des enfants? La gratuité, bon, exactement. Je ne sais pas exactement si je vais parler de la gratuité en tant que réalité ou fiction, parce que malheureusement, il y a beaucoup d'écoles qui ne respectent pas encore cette gratuité. Et qui n'acceptent pas ces enfants. Et qui n'acceptent pas ces enfants du tout. Donc voilà, on est obligé de faire quelque chose. Hein. Et du côté des réconciliations avec les familles, est-ce qu'il y a déjà eu un test dans ce sens-là et qui a porté ses fruits? Malheureusement, pas encore. Pourquoi les familles n'acceptent pas? Non. Où se situe le blocage? Nos moyens sont encore un peu limités par rapport à ça. Okay. Comme je le disais, c'est même la raison de notre présence ici. Donc, il faut beaucoup de choses pour faire ça. Il faut beaucoup de choses parce que même certaines sont... La plupart viennent de très loin. Il faut beaucoup de moyens pour ça. Donc, mais c'est en cours. Je crois que bientôt, il y aura des résultats. On ne voudrait pas être seul à avoir cette joie de voir un enfant retrouver sa famille. On voudrait avoir des gens qui nous accompagnent pour ça. La Fondation Mère de l'Humanité est basée à Bukavu. Exactement. Vous avez, on va dire ça, vous êtes étendu à Kinshasa. Pourquoi? Pourquoi parce qu'on ne voudrait pas, comme déjà le nom peut l'expliquer, ce n'est pas une fondation de la ville, c'est une fondation de l'humanité. Donc on n'a pas juste pour objectif de se focaliser sur une communauté. En fait, c'est une cause, c'est une lutte qui concerne tous les enfants du monde entier. Pourquoi pas ailleurs, après la RDC? Mais comme on le dit toujours, la charité bien ordonnée commence chez soi. Donc on a choisi de commencer par la République démocratique du Congo et bientôt on sera à Goma, on sera même à Lubumbashi et partout. C'est là que Dieu nous fera grâce de nous étendre. Aujourd'hui, quels sont les plaidoyers que vous menez auprès justement des autorités que vous avez pointées du doigt, qui ont une certaine part de responsabilité, les parents, l'école? Mais quels sont les plaidoyers que vous menez, ou peut-être même les actions que vous menez auprès de ces autorités-là pour remédier tant soit peu à cette situation? Et oui, actuellement, en ce qui concerne les autorités, il y a quelques actions qui ont été mises en place. Comme par exemple, dernièrement, il y a eu 2 marches qui ont été... c'est plutôt un programme qui s'est fait de temps en temps. Mais ça n'a pas encore commencé ici à Kinshasa, mais plutôt à Bukavu. Et ça, c'est pour juste on organise des marches pour éveiller la conscience en fait des autorités. Ce qui n'a pas encore porté ses fruits jusque-là. Mais on ne se fatiguera pas. On voudra que les autorités puissent prendre conscience de cette situation et du danger que cette situation apporte à l'État. Comme on peut le dire, un enfant, c'est toute une nation. Lorsqu'on détruit un enfant, on détruit notre futur, en fait. On devait avoir les yeux braqués sur eux, parce qu'on ne peut pas prétendre vouloir que les choses s'améliorent, alors que les acteurs eux-mêmes qui vont faire à ce que les choses s'améliorent plus tard sont dans de telles conditions. Et par rapport à ça, exactement, je voudrais aussi mentionner le fait que j'ai été dans le cadre d'une mission représentante de l'État l'année passée, à la Cour pénale internationale. Et j'ai pu parler à haute voix de ce qui se passe actuellement en RDC avec les enfants qui sont contraints de prendre des armes, des enfants dont on vole l'innocence, des enfants qui se retrouvent zombifiés. Et pourtant, derrière eux, il y a des enfants qui ne veulent qu'une seule chose, s'amuser, grandir, croître, comme n'importe quel autre enfant. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose. Et n'allons pas en rester là. Il y a aussi d'autres projets qui vont venir, que nous allons découvrir petit à petit. Vous avez parlé assez rapidement de la situation qui se passe actuellement. Je rappelle que vous êtes basé à Bukavu, où la situation sécuritaire est assez compliquée.
Êtes-vous en contact déjà, commençons par là, avec les enfants que vous encadrez et que vous voyez de temps en temps là-bas? Comment ça se passe en ce moment? Quelles sont ces actions que vous menez pour quand même passer cette période difficile? Bon, écoutez, déjà en ce qui concerne mes enfants, parce que je les appelle mes enfants toujours, déjà ça me frappe le cœur. Vous pouvez vous imaginer à quel point j'ai le cœur brisé de savoir qu'ils sont traumatisés et qu'ils sont forcés à vivre ça en fait. Parce que c'est horrible, c'est horrible. S'il y a quelqu'un qui a déjà fait même ne serait-ce qu'un cauchemar avec des armes, vous savez ce que ça fait. Maintenant, imaginez un enfant innocent qui est amené à entendre tout ça, à avoir cette peur, même dans les yeux de ses responsables. C'est vraiment horrible. Et il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose que je voudrais profiter pour dénoncer en fait. L'État devrait déjà réagir par rapport à ça. Ce n'est pas un secret pour tous. Il y a des photos qui circulent sur la toile et on voit qu'il y a des enfants, la plupart de ceux qui sont acteurs de cette guerre qui a lieu actuellement au site Kivu sont des mineurs. C'est des enfants en fait. Et l'État devrait s'en soucier. Mais comment ça se fait que des enfants soient dans de telles conditions? C'est quelque chose qui fond les cœurs en fait. C'est tellement, ça détruit en fait. Rien qu'à voir tout ça, ça fait vraiment beaucoup de mal. Et oui, je suis en contact avec certains d'entre eux et c'est désastreux. C'est tout simplement désastreux. On aimerait à ce que l'État puisse faire quelque chose parce que là, en tout cas, c'est à l'État d'agir. C'est à l'État d'agir. C'est un peu difficile de localiser le famille de ces enfants, mais actuellement, l'État devrait s'élever et faire quelque chose en ce qui concerne ces mineurs. 4 ans aujourd'hui, quel bilan pouvez-vous dresser de la Fondation Mère de l'Humanité et les perspectives à venir? Bon, actuellement, je ne sais pas exactement si je peux nous fixer sur un bilan quelconque, mais ce que je peux dire, c'est que du côté de la joie, on y est quand même. On a pu faire quelque chose. De ces côtés, comme je le disais, on a organisé assez de journées de joie et ça nous a vraiment rendu heureux de participer à ça. Et actuellement, depuis 2 ans, comme je le disais, il y a déjà plus de 120 enfants qui ont été pris en charge par la Fondation Mère de l'Humanité. Ce qui continue à se faire, c'est déjà quelque chose s'il y a des enfants qui sont scolarisés à travers nous. On s'est dit que ça fait quelque chose. Et à part ça, il y a ces émissions en fait qui ont contribué à ce que certains enfants puissent avoir des recettes, de quoi se permettre une vie plus ou moins équilibrée et ne pas toujours être, disons, sortir de cette vie de la mendicité. C'était vraiment ça la vision. Et en cours, comme vous venez de le dire, ce que nous voulons aller plus loin en réconciliant ces enfants. Et surtout, nous refusons et nous condamnons le fait qu'il y ait autant d'enfants qui se retrouvent en train de mendier. Parce qu'on s'est rendu compte que la plupart de ces enfants en fait sont incités par des adultes, des personnes responsables. Et jusque-là, nous sommes en train de mener beaucoup d'actions qui sont déjà en cours, des projets qui sont déjà en cours et qui vont bientôt voir le jour, qui vont certainement porter des fruits dans ce sens-là. Ce sera ma dernière question avant de vous laisser passer un message à votre communauté, à vos enfants, comme vous les appelez, et tous les membres peut-être de la Fondation Mère de l'Humanité. À part l'école, parce que tous ne sont pas appelés à passer sur le banc de l'école, est-ce que vous les initiez à des, on va dire, comme ça, des formations professionnelles et tout ça, pour qu'ils s'en sortent aussi, qu'ils soient autonomes? Bon, là, vous venez vraiment de me... vous venez de me voler une information peut-être que je n'avais pas prévu de donner. Okay. Mais, comme je le disais, on a beaucoup de projets qui viennent. Et avec, parmi nos projets, là je suis forcée de les dire, nous sommes en train de prévoir une collaboration qui sera à la fois, qui va impliquer à la fois l'Église ainsi que l'État. Parmi des choses qui sont prévues, on se dit qu'il n'y a pas forcément tous les enfants qui sont appelés à aller à l'école. D'autres ont perdu tellement leur estime en soi qu'ils se disent qu'ils ne sont plus faits pour l'école. Okay. Mais ils ont quelque chose à donner. Chaque enfant a quelque chose à donner. Et parmi ça, oui,
c'est vrai. Bon, déjà, on le fait à chaque fois qu'on organise des journées de joie. On essaye de leur apprendre des petites choses qui peuvent les aider dans la vie. L'art, la danse, la poésie et tout ça. Et ce sont des choses qui vont nous aider, en fait, même par la suite. Et tout ça est prévu d'ailleurs dans un livre que je suis en train d'écrire et qui sera bientôt disponible. Ça fait partie en fait des techniques qui peuvent aider non seulement notre communauté, mais l'État aussi en tant que garant, à accéder en fait à ces trésors cachés que ces enfants ont. L'art, la poésie, la danse et tout ça sont des choses en fait qui révèlent des trésors cachés dans ces enfants. Et oui, ce sont des outils que nous avons prévu d'utiliser pour construire un avenir meilleur pour eux. On a fini ce moment d'échange. Je vais vous laisser, face à votre caméra, lancer peut-être un message d'abord à vos enfants, aux membres de la Fondation, et puis aux responsables, comme vous les avez dit, les adultes, l'État, face à cette situation. Merci. Je salue déjà tout le monde, surtout mon équipe, toutes les personnes qui m'ont accompagnée jusque-là, parce que 4 ans, je m'en serais jamais sortie toute seule. Il n'y avait pas eu de main qui sont venus de gauche à droite pour nous aider à aller de l'avant. J'ai une merveilleuse équipe, que Dieu vous bénisse. Je salue particulièrement Archange Nathalie, ainsi que Edith Bissimois, qui vont certainement me suivre, qui ont tellement donné afin que la Fondation puisse tenir jusque-là. À mes enfants, je ne cesserai de prier pour vous. Je compatis avec tout ce qui se passe. Je suis consciente de ce que vous ressentez actuellement et j'ai prié pour que l'Éternel continue à veiller sur vous afin que je ne puisse pas recevoir des mauvaises nouvelles en ce qui vous concerne. Et surtout à la grande communauté, à ma communauté, particulièrement à Bukavu, mais aussi ici à Kinshasa où nous sommes déjà basés, j'appelle à toute personne qui se croit être humaine, parce que c'est là même le sens de notre fondation. Fondation Mère de l'Humanité, ce n'est pas juste une fondation qui éveille l'humain, mais on estime que tout un chacun d'entre nous devrait avoir un amour maternel en lui, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Tout un chacun d'entre nous devrait se sentir concerné par ce qui se passe actuellement. Ce n'est pas normal que nous ayons autant de nos enfants qui errent par-ci, par-là et qui subissent autant de souffrances. Donc, je voudrais vous appeler à l'aide. Ça, c'est un cri. Je lance un SOS pour quiconque voudrait nous tenir la main, nous aider à accomplir le projet que je viens de citer là, afin que ces enfants puissent avoir une condition de vie meilleure. À notre état, je ne cesserai de vous éveiller parce qu'il s'agit de citoyens de la République démocratique du Congo. Et vous-même, vous vous êtes porté garant pour prendre en charge ces enfants qui souffrent. Et donc, je vous éveille encore une fois, je parle encore une fois de la situation de ces enfants, je dénonce encore une fois ce qui se passe. S'il vous plaît, faites quelque chose afin que nous puissions espérer pour ces enfants un avenir meilleur. Merci. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, donc c'est sur ce SOS que vous lancez, ce message aussi de réconfort et de soutien à toute votre communauté, à tous vos enfants, que se conclut ce numéro de votre magazine Entretien. Madame Eva Moussimois, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice et visionnaire de la Fondation Mère de l'Humanité. J'espère que ce n'est pas la première ni la dernière. Vous allez peut-être repasser pour nous parler cette fois-là de votre livre que vous écrivez. Merci une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation. Et on se retrouve au prochain numéro avec le même plaisir. Merci.